Alors, bonjour, bienvenue au point de presse de la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, qui aujourd'hui est accompagnée par M. Saoul Polo, porte-parole en matière d'immigration, M. Thibault Camara, Mme Lucie DeVos et Sabrina Bozic. Merci. Alors, il y aura quelques déclarations qui seront suivies de la période de questions. Mme Anglade, à vous la parole. Merci. Alors, bonjour, bonjour à tous. Vous savez qu'on vit une pénurie de main-d'œuvre importante et on a besoin, il y a 280 000 emplois qui sont vacants au Québec. Et il y a des annonces qui ont été faites de la part du gouvernement en matière d'immigration, mais ce qu'on constate, en fait, c'est que c'est un ministère qui est livré à lui-même, où les choses qui se passent sur le terrain ne semblent pas être reflétées du tout dans les décisions prises de la part du gouvernement. Les gens vivent des enjeux. On a des gens qui sont installés au Québec, qui attendent des réponses en matière d'immigration et qui n'obtiennent pas ces réponses-là de la part du ministère, et il n'y a pas de prise de conscience. Aujourd'hui, avec Lucie et Sabrina qui sont avec nous, on va montrer comment deux femmes qui sont infirmières, qui ont des qualifications, qui travaillent en français, qui sont installés au Québec, vivent des moments extrêmement difficiles, justement parce qu'il n'y a pas de prise de conscience au niveau du gouvernement et de réel, je vous dirais, engagement pour régler des problèmes concrets et faire en sorte que les personnes puissent travailler au Québec. Alors, vous allez me permettre de céder la parole quelques minutes à mon collègue Saoul Polo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous vous présentons deux cas d'exemple pour démontrer à quel point les réformes de ce gouvernement, les problématiques qui se vivent sur le terrain au quotidien par différents néo-Québécois, nouveaux Québécois et Québécoises qui souhaitent venir justement, qui sont venus avec un rêve au Québec pour contribuer à l'essor de notre société, ont été provoqués directement par les réformes de ce gouvernement-là, que ce soit la diminution des seuils d'immigration ou que ce soit la réforme du PEC. Ce que vous allez constater aujourd'hui, c'est les drames humains. C'est des rêves brisés ici même au Québec. Alors, quand le gouvernement de M. Legault et le ministre de l'Immigration nous parlent de capacité d'intégration et de francisation au Québec, il n'y a pas meilleur moyen d'illustrer les contradictions totales de ces messages qui sont envoyés par ce gouvernement-là, qui essaye de gérer l'immigration à la pièce, à coup de projets pilotes d'une semaine à l'autre, plutôt que de revoir l'ensemble de sa vision face à l'immigration. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce n'est pas d'éventuels nouveaux Québécois, mais c'est des Québécois et Québécoises qui sont installés au Québec aujourd'hui, qui vivent les conséquences de ces réformes-là et qui considèrent même peut-être déménager ailleurs au Canada pour pouvoir répondre à leurs besoins et à leurs attentes, aux rêves québécois qui leur a été présenté avant de venir au Québec. Alors, j'invite Thibault Camara peut-être à présenter mesdames et puis par la suite à écouter les témoignages. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, c'est ça, l'heure est grave. On lance aujourd'hui, le Québec se noue aussi, un cri du cœur au gouvernement québécois pour lui faire comprendre que la réforme du PEQ et les différents délais en immigration provoquent des drames et nous font perdre nos talents aujourd'hui au Québec. C'est avec beaucoup d'empathie que j'aimerais qu'on écoute aujourd'hui et de solidarité deux femmes qui vont parler pour plus de 41 000 personnes aujourd'hui qui sont au Québec. Je sais que c'est difficile aujourd'hui de mettre son visage, de mettre son identité pour illustrer des problèmes. Donc, je les remercie du fond du cœur d'aujourd'hui de prendre leur temps sur ces deux mères de famille, infirmières de la région de Québec qui vont venir demander et expliquer ce que c'est aujourd'hui être immigrant au Québec et pourquoi c'est compliqué, pourquoi on a besoin de réponses claires du gouvernement. Ceci étant dit, nous arrivons aujourd'hui avec des solutions. La solution, elle est adressée, elle est claire, elle est soutenue par les différents partis d'opposition. C'est aujourd'hui de régler l'inventaire. Il y a plus de 41 000 personnes dans l'inventaire, il n'y a que 24 000 places par année. Nous demandons que les personnes qui sont déjà sélectionnées par le Québec, intégrées, francisées, obtiennent le plus rapidement possible la résidence permanente de la part du gouvernement du Québec et ainsi qu'on puisse, une fois pour toutes, régler les enjeux d'immigration au Québec. Je vous demande maintenant d'accueillir Lucie qui va vous donner un témoignage sur son parcours d'immigration. Bonjour. Je m'appelle Lucie, je suis infirmière clinicienne depuis bientôt 17 ans. Je suis mère de 3 enfants. Je suis arrivée au Québec depuis bientôt 3 ans et demi. Et donc, quand je suis arrivée au Québec, j'ai eu des difficultés à trouver un poste en tant qu'infirmière clinicienne, puisque n'étant pas sur le territoire, je devais obligatoirement être présente pour pouvoir passer un entretien. J'ai fait la reconnaissance de mes années d'études d'infirmière et j'ai pu être embauchée au sein d'un hôpital à Québec.
En août, après plusieurs permis différents, permis ouverts, puis enfin permis fermé, j'ai demandé ma résidence permanente en janvier 2020 et j'ai reçu un courriel de confirmation de la réception de celui-ci le 25 novembre 2020. Nous avons eu la joie d'accueillir dans notre famille un troisième enfant qui est aujourd'hui franco-canadien. Et c'est bien évidemment que j'ai transféré les dossiers utiles aux fins des informations pour compléter notre situation familiale. Nous avons dû faire face aussi à un autre problème qui est la pénurie de places en garderie. Et donc aujourd'hui, je ne travaille pas actuellement puisque je dois garder mon fils à domicile. J'ai la chance de pouvoir bientôt bénéficier d'une place en garderie et je vais me retrouver avec une situation familiale difficile. J'ai 2 enfants qui ont des défis scolaires et je dois être présente à la maison pour m'occuper de mes enfants. Et mon employeur aujourd'hui ne me permet pas de concilier ma vie de famille et mon travail professionnel. Si j'avais la résidence permanente, aujourd'hui, je pourrais bénéficier d'un autre poste. J'aurais pu travailler dans une pharmacie, j'aurais pu participer aux campagnes de vaccination. Bref, je pourrais être ailleurs pour de faire bénéficier de ma pratique et mes connaissances infirmières plutôt que de rester au sein d'un établissement dans lequel je ne peux pas travailler aujourd'hui. Nous sommes bientôt ici depuis 4 ans. Nous avons acheté une maison. Nous faisons partie intégrante des consommateurs de la province du Québec et donc du Canada. Nous nous sentons mis à l'écart. Nous nous sentons incompris et pas entendus. Et cependant, nous avons les mêmes devoirs que n'importe quel citoyen canadien. Aujourd'hui, nous sommes à bout de souffle financièrement et moralement. Et excusez-moi pour l'émotion, mais il est vraiment très très difficile de s'intégrer dans la vie de Québec et d'imaginer l'avenir ici est vraiment difficile pour notre famille. Emménager ailleurs implique des coûts. Et ce qui est juste incompréhensible pour moi aujourd'hui, c'est de voir que le gouvernement est prêt à accueillir d'autres infirmiers et infirmières venant d'autres pays, alors qu'il y a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières déjà présentes sur le territoire qui n'attendent que la résidence permanente pour enfiler leur blouse et aller travailler. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que ça prend au cœur. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je donne la parole maintenant à Sabrina. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sabrina, je suis une infirmière diplômée de juillet 2013. Je suis mariée, j'ai 3 enfants aujourd'hui âgés de 22, 18 et 12 ans. Je suis arrivée au Québec en avril 2018 avec ma famille, munie d'un permis temporaire conclu avec l'hôpital de la Malbaie. Après 1 an de travail à temps plein, j'ai demandé ce qu'on appelle le certificat de sélection du Québec, que j'ai obtenu en mai 2019. Nous avons déménagé sur Québec et j'ai fait ce qu'on appelle le permis fermé A75 avec le CHU de Québec. Je travaille en obstétrique. Mon mari, lui, continue à bénéficier d'un permis ouvert et mon fils aîné, celui de 22 ans, quant à lui, a seulement droit à un permis fermé aussi et non ouvert. Ma fille a un permis d'études car elle est au cégep et mon dernier permis visiteur puisqu'il est au secondaire. Le 8 juillet 2019, ma demande de résidence permanente a été envoyée. J'ai reçu l'accusé de réception le 27 août 2019. Ma date estimée à l'époque était le 11 mai 2021. Voilà, mon processus d'immigration s'arrête là, car depuis l'accusé de réception, rien n'a avancé dans mon dossier. En avril dernier, j'ai dû refaire mon permis fermé avec l'hôpital du CHU de Québec, celui-ci arrivant à échéance. Étant infirmière, je devais repasser pour la 3e fois la visite médicale. Je me suis rendue avec toute ma famille sur Montréal pour passer la visite médicale et je me disais que de toute façon, je ne devrais pas retarder à recevoir l'invitation par l'IRCC. J'ai envoyé les visites médicales par la suite en avril 2019 via le formulaire web pour l'ajouter à mon dossier, mais rien n'a été pris en compte. J'ai appelé plusieurs fois pour savoir pourquoi je ne les voyais pas apparaître alors que c'est censé être traité en 2 semaines, 1 mois tout au plus. Malgré mes nombreux appels, plaintes envoyées à RCC, strictement rien n'avance. Le Covid est l'excuse que j'entends à chaque appel. En août dernier, j'ai à nouveau renvoyé les visites médicales au cas où. À ce jour, rien n'a bougé. Mes 21 mois d'attente prévus sont passés à 27 mois et aujourd'hui sont largement dépassés. Le 22 juillet, j'ai demandé ce qu'on appelle mes notes atypes. C'est pour savoir en gros où en est nos dossiers. C'est des notes qu'on reçoit sous 1 mois maximum. Je les ai reçues au bout de 4 mois pour y découvrir qu'au final, rien n'avait avancé dans mon dossier. L'éligibilité ni la criminalité n'a commencé. Je fais partie d'un groupe Facebook intitulé « Où sont nos résidences permanentes ?» Nous sommes des milliers.
Je trouve cela profondément injuste et incompréhensible, pour rester poli, quand je vois que les 2020, y compris les décembre 2020 et début 2021, reçoivent leur résidence permanente en moins d'1 an. IRCC nous a juste abandonnés, nous, les 2019, sur la route. Je suis infirmière, je travaille fort, dur pour prendre soin de votre population. J'enchaîne les temps supplémentaires, je paye mes impôts. J'ai acheté une maison donc active pour l'économie du Québec. Mon mari a monté sa propre société ici avec 3 Québécois. Et pourtant, je ne bénéficie pas des mêmes droits qu'un citoyen ni d'un résident permanent. J'ai été privée de voir ma famille en France pendant plus de 20 mois à cause du Covid, les frontières étant uniquement ouvertes pour la famille des citoyens canadiens et des résidents permanents. J'en suis à 3 permis fermés, 3 visites médicales, des changements de permis pour mes enfants, perdre mes droits à l'allocation enfant, renvoyer les papiers pour activer, attendre, pareil pour la REMQ. Cette attente me laisse un goût amer quant au fait d'avoir choisi le Québec pour offrir à mes enfants une belle vie. En mai dernier, le Canada a fait passer une loi qui accorde en priorité des délais courts de résidence permanente aux travailleurs essentiels. Tout le Canada, sauf le Québec. Pas de chance. On propose une prime de 15 000 $ pour tenter de retenir les infirmières face à cette pénurie, ce que M. Legault a fait le 23 septembre dernier. J'aurais envie de lui dire de commencer déjà à donner les papiers à celles déjà sur le territoire. Vous pourriez embaucher des centaines et des centaines d'infirmières étrangères compétentes si vous changiez votre politique d'immigration. Vous préférez payer des millions alors que le problème de pénurie restera le même début 2023. Bref, je suis une infirmière en colère et j'en appelle au Premier ministre du Québec, François Legault. Faites preuve de raison et de cœur, car notre avenir est désormais interrelié. Merci. On va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Je pense que tu as... Pas de questions? Parfait. Bien, merci. Aucune question? Parfait. Merci. Comment vous avez trouvé hier l'attitude lors de l'annonce de M. Dubé sur le fait que les gens vont pouvoir se rassembler jusqu'à 20 dans les résidences à Noël? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une espèce d'attitude paternaliste quand on a dit, par exemple, on va vous récompenser, c'est comme si on nous faisait un cadeau de nous rassembler. Comment vous avez trouvé cette annonce-là hier? Si vous me demandez si je trouve que le gouvernement est paternaliste dans sa manière de faire les choses, vous savez, je l'ai déjà dit. Alors, ce sera pas nouveau de ma part. Mais c'est une approche qui, honnêtement, il procède de cette manière-là. Vous vous êtes bien comporté, voici comment on va vous récompenser, etc. C'est pas l'approche que je privilégierais, parce que je pense que les Québécois sont capables de se faire une tête. Mais on l'a vu à plusieurs reprises. On l'a vu dans le cadre des élections au fédéral, quand ils nous disaient pour qui voter, pour voter conservateur, si on votait vraiment, si on voulait défendre la nation québécoise. Donc, c'est pas quelque chose qui me surprend par ailleurs. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne annonce? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette annonce-là? Bien, écoutez, la santé publique s'est prononcée là-dessus. Donc, à partir du moment où la santé publique se prononce sur quelque chose, je suis à l'aise avec ce qui est mis de l'avant. Peut-être une petite question sur le front commun que vous avez fait hier avec les autres partis d'opposition pour demander une enquête publique indépendante sur la gestion de la pandémie dans les CHSLD. Bon, visiblement, le gouvernement ne va pas acquiescer à votre demande. C'est quoi la prochaine étape? Bien, c'est pas parce que le gouvernement n'acquiesce pas qu'on ne va pas continuer de demander une enquête publique indépendante. Et encore une fois, chaque jour qui passe nous confirme la raison pour laquelle on a besoin d'avoir une enquête indépendante. Encore aujourd'hui, hier, on apprenait, le premier ministre nous disait qu'autour de la table, ils n'avaient pas de désinformation, alors qu'on sait très bien que des courriels ont été envoyés à des gens qui, justement, siégeaient autour de la table. Donc, au fur et à mesure, on va voir qu'il y a une nécessité, c'est incompréhensible, après avoir passé une crise aussi importante, qu'on n'ait pas une enquête publique indépendante. Est-ce que vous pensez qu'il ne veut pas acquiescer à votre demande parce que ça ne l'intéresse pas d'avoir une enquête dans les pattes alors qu'on s'en va en élection? Ah, bien, c'est clair que ça ne l'intéresse pas d'avoir une enquête. Ça ne l'intéresse pas depuis le début. Mais
L'enjeu que l'on a, c'est qu'on n'a pas toute la vérité. On n'a pas toute cette vérité-là. On ne nous dit, puis il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas, qu'on apprend à travers les médias, qu'on apprend parce qu'il y a des articles qui sortent, et ça, c'est inacceptable. Il n'y avait pas de questions. On parle de combien de personnes dans votre situation? Pas toutes les 41 000. Oui, bien c'est ça, justement. Thibault, exactement. Peut-être que Thibault pourrait répondre, mais de ce que j'en comprends, c'est 40 000 personnes aujourd'hui qui attendent, qui font partie du programme d'expérience québécoise. Ça veut dire donc qui parlent français, qui sont intégrés et auxquels on n'accorde pas de permis aujourd'hui. Le ministère de l'Immigration, là, honnêtement, c'est un ministère qui a été laissé à lui-même, sans réelle gestion. Arima ne fonctionne pas et chaque fois, ils font des annonces à droite et à gauche sans comprendre la réalité terrain, sans comprendre ce qui se passe. Les cas de Lucie et de Sabrina ne sont pas des exceptions. Elles ne sont pas des exceptions. Elles vivent, et c'est pour ça qu'elles vous disent, il y a un groupe auquel ils appartiennent, des milliers de personnes qui font partie de ce groupe-là. Ce ne sont pas des exceptions et le gouvernement Legault ne voit pas ce qui se passe sur le terrain. C'est quoi la suite du plan pour vous, mesdames? Vous pouvez endurer ça, vous pouvez vivre avec ça combien de temps? Ou c'est le déménagement, c'est le retour en France? Je ne sais pas. Alors, la suite du plan pour nous aujourd'hui, c'est de voir si dans quelques semaines, j'espère peut-être avoir un joli cadeau à Noël et obtenir ma résidence permanente. Ça serait vraiment bien. Si d'ici la fin de l'année, puisque mes enfants sont scolarisés dans des établissements québécois, donc je les laisse, en fait, je ne veux pas couper leur scolarité, surtout qu'ils ont des défis scolaires, donc je préfère les laisser aller jusqu'à la fin de l'année. Et si d'ici la fin de l'année scolaire, la situation n'est pas rétablie, on aura pris une décision de partir ailleurs au Canada. Aussi au Canada, mais dans une autre province. Au Canada, il y a des demandes aussi d'infirmières. Mon conjoint aussi est enseignant. Donc, puisque ici, on n'a pas notre place au Québec, on va aller dans un endroit qui nous accueille à bras ouverts. Madame Anglade, est-ce que vous croyez à l'annonce surprise d'hier, petit cadeau qui nous a été donné comme en fin de conférence de presse, alors qu'on parlait à la fin de la semaine et même début de semaine? Est-ce que vous pensez que c'est circonstanciel avec le Front commun et tout ça, ils ont accéléré l'annonce? C'est fort possible. C'est fort possible qu'ils aient décidé de faire ça. C'est un gouvernement qui aime avoir de la diversion quand il y a un enjeu spécifique par rapport à ce qu'ils font. On l'a vu à plusieurs reprises, ce jeu de diversion-là. Donc, ça ne m'étonnerait absolument pas. Bonjour, Mme Anglade. Vous avez dit que le ministère de l'Immigration est laissé à lui-même. À ce que je sache, il y avait quand même une ministre en titre. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Que les ministres ne se préoccupent pas des véritables enjeux en matière d'immigration. C'est incompréhensible. Par exemple, le système Arima. C'est le néant. C'est le néant pour les gens qui sont dans le système. Ils attendent, ils n'ont pas de réponse, ils essaient de communiquer. Il n'y a jamais de retour d'appel, c'est évident, mais de retour même de courriel. Les gens vivent des moments qui sont extrêmement difficiles. Et là, je ne parle pas de gens qui sont à l'extérieur du Québec. Je parle de gens qui sont sur notre territoire, qui travaillent ici, qui ont besoin d'avoir des informations, qui veulent rester. Lucie et Sabrina sont deux personnes qui veulent rester au Québec. Elles ont donné énormément de leur temps, de leur énergie. Elles ont des enfants, des conjoints qui travaillent. Puis on se retrouve dans une situation où on n'est pas capable de simplement reconnaître ce qu'ils font et de leur donner leur résidence permanente. C'est incompréhensible. Simplement pour résumer, là, on comprend que c'est des dédales et c'est long, mais il s'agit donc bien d'arriérage et non pas de gens qui ne correspondent pas aux critères ou à des conditions. Là. Juste clarifier l'affaire. C'est des arriérages parce que c'est long à traiter, c'est ça? C'est pas long à traiter, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique de traiter ces dossiers-là de manière rapide. On se met des limites en termes de nombre de dossiers que l'on peut passer à travers le système. Ce sont des personnes qui sont sur notre territoire, ce sont des personnes qui travaillent en français, qui n'ont pas accès à la résidence permanente. Alors, on parle d'environ 40 000 personnes qui sont touchées par ça. C'est énorme lorsque l'on sait ce qu'on vit en matière de pénurie de main-d'œuvre. Paulo, peut-être, juste pour terminer, vous avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué donc le bilan du gouvernement caquiste, et puis vous avez parlé donc de la diminution des seuils d'immigration. Est-ce que vous prônez donc une augmentation du seuil d'immigration et à combien? Nous, ce qu'on prône avant tout, là, c'est de répondre aux arriérages actuels. C'est là la priorité. L'enjeu ici là, a été provoqué, entre autres, par la diminution du seuil et la réforme du PEC, et c'est ça qui a provoqué les arriérages. Donc, nous, ce qu'on prône avant tout, c'est de traiter ces arriérages-là le plus rapidement possible et de pouvoir répondre à leurs attentes, de pouvoir répondre aux rêves avec lesquels ils sont arrivés au Québec et d'éviter
comme ce qui vient d'être mentionné, d'avoir à quitter le Québec pour pouvoir justement continuer à vivre au Canada. Dernière en français, s'il vous plaît. Madame Magla, bonjour. Gagnant. Hier, lorsque vous avez écouté Dr Arruda, est-ce que vous avez été convaincu du fondement scientifique qui justifie sa recommandation là, sur les rassemblements privés? Pardon? Sans hésitation. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Écoutez, on doit faire confiance à la santé publique. On doit faire confiance qu'on a les bases scientifiques pour prendre les décisions. Et là, j'espère qu'il y a toutes les informations nécessaires pour prendre la décision qu'ils ont prise. Pour répondre clairement, est-ce que Dr Arruda, c'est encore l'homme de la situation? Écoutez, je pense que les décisions sont prises essentiellement par le gouvernement. Je veux dire, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment les décisions sont prises par le premier ministre. Et on voit non seulement... ce cas, c'est un cas parmi tant d'autres, mais la réalité, c'est qu'il y a plein de décisions qui sont prises par le gouvernement. Le premier ministre nous dit qu'il prend des décisions, qu'il essaie de mettre à bord, mais ce que l'on constate, notamment avec tout ce qui s'est passé dans la première vague, c'est qu'il prend des décisions, mais qui sont clairement pas toujours éclairées. Et il n'y a pas toutes les informations pour le prendre, même si l'information est disponible. Je pense que le premier ministre a fait preuve, encore une fois, d'aveuglement volontaire dans tout ce qui a trait à la première vague. Et ça, c'est préoccupant. C'est très préoccupant. Donc, compte tenu du poids politique dans les décisions, ce que je semble décoder là, de vos réponses, c'est que la santé publique n'est peut-être plus assez convaincante à ce point-ci. Depuis le départ, on aurait souhaité qu'il y ait une différence claire entre les décisions qui sont politiques et les décisions qui sont scientifiques. Mais ça, on l'a répété, je ne sais pas à combien de reprises. Le gouvernement a décidé de procéder de la manière dont il procède. Donc, il n'y a rien de très surprenant aujourd'hui dans la manière de faire les choses. Je crois qu'une enquête publique indépendante viendrait dire voici comment on sépare le pouvoir politique de l'aspect scientifique des décisions. Ça pourrait nous aider. On va devoir passer en anglais. Peut-être juste pour préciser, parce que donc, selon vous, quoi, il y a une apparence d'ingérence politique dans la décision qui a été rendue hier sur les seuils de rassemblement? Je veux pas parler de la décision d'hier, puisque c'est comme ça que procède le gouvernement depuis le début de la pandémie. Depuis le début de la pandémie, on a mentionné à quel point c'est important de séparer les décisions qui sont d'ordre politique versus le scientifique. Donc, moi, je pense que c'est une enquête publique. Le lendemain de l'annonce des seuils de rassemblement des fêtes. Donc, j'essaie de faire le lien avec l'annonce d'hier. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Je vous entends, mais ce serait... comment je vous dirais ça? Ce serait incohérent de ma part de dire que je ne l'ai pas mentionné à combien de reprises que nous avions un enjeu avec le fait que le gouvernement et la santé publique sont tout le temps... Ce que je vous demande, c'est est-ce qu'il y a une apparence d'influence politique dans la décision d'hier? Est-ce qu'il y a une apparence? Il y a une apparence depuis le départ, dans toutes les décisions qui sont prises, c'est certain. Phil? Good morning. What's the next step in your... Yesterday, the three parties were together asking for an inquiry. What is the next step? It's pretty clear from what Mr. Legault was saying in the House yesterday that that's not going to happen. So are you counting on public opinion, or what else can you do to move ahead on this CSSLD inquiry? The first time we brought up the necessity of having a public inquiry, we were alone the Liberal Party was alone in saying, you know, we need to have at some point in time a public inquiry. You realize now that all the opposition parties, many people from the scientific experts, scientific world are now saying, you know, we really need to have a public inquiry. So this idea is going to gain momentum because every day that's going to go by, we're going to realize that there's information that was not given to Quebecers because obviously there's something that they don't want to tell the whole truth, that's for sure. So I think our responsibility is to keep asking for an inquiry, to keep showing all the reasons why it's a necessity in Quebec. And if yesterday you said that Mr. Legault seems to be increasingly isolated in his position, is there still time for him to act, do you think, or is this pretty well over? There is always time for somebody who wants to act, always. Cathy?
It's a short answer, but it's not the right, the only answer. Hi, good morning. This morning, Mrs. Guilbeault will table her bill to modernize police forces. Among the recommendations of the committee that the committee tabled its report in May, there was measures to reinstate the trust of the population, including having police forces representing more cultural communities, diverse population. What are your expectations regarding this bill and in the optic of many stories we heard from different police forces across Quebec? I think it's important for the police forces to represent society in general, society that they serve in general. So the level of diversity obviously has to increase. So I'm expecting full recognition of this need. And this is one way to really connect the police forces to the population and reestablishing the trust between the population and them. So that would be my expectation, a true recognition of the situation with real measures in place. Regarding the 20 guests, I mean, starting on... in 20 days. In 20 days, more or less, yeah, December 23rd. I guess my coffee is not working today, but... it's all right. It will. So the 20 guests recommendation up to, like, no more than 20 guests. How serious is this number to you? Well, as serious as Mr. Arruda says it is. I mean, again, we have no choice but to believe that there is some scientific support towards this decision. I really hope there is, and we're going to follow the recommendation of public health, obviously. So basically, Mr. Arruda didn't convince you yesterday that there was enough evidence? Well, it's not that there were a whole lot of evidence either, but I understand that they need to make decisions based on what they have, and I assume that they have good scientific basis to make those decisions. Can you explain, I know you already touched on it in French, but just what the issue is when it comes to getting permanent residency? Like, why is there this, specifically when it comes to nurses? I mean, we need nurses. I don't know if you speak English. No, sorry. No? Okay. No. Okay. So, you see, yeah. we have people living in Quebec today, thousands of people living in Quebec today that could actually work in their field, that is a field that is required, nurses, that can't really operate because they don't have the permanent residency. This is unacceptable. The government doesn't want to move on this. They keep throwing money to fix solutions, but they don't look at the Ministry of Immigration to fix those issues. The Ministry of Immigration is not working today. Honestly, like, we have so many issues. The minister has not paid attention to this ministry. Arima is not working. We have issues like Lucy and Sabrina, cases like this all over. There needs to be a real attention to this file. Is there a way to allow them to work before they get their permanent residency? Do we need... Well, these are people that are already here. So they're already working in their field? They're already here. Some of them are working in their field, but they can't change their work. Some of them can no longer work. You have all kinds of cases, but we're talking about people that are here, that speak French, that are integrated, that cannot get their file processed. And why is it? Is it an ARIMA issue in your mind, or is it just a bureaucracy issue where it takes years and years to file this? It's the absence of political will to make things happen because they capped the number of files that they can go through in a year for political reasons. But the reality is it would truly help Quebec in general to have these people working here. Hello, good morning. I wanted to ask you a little bit about policing as well in light of Madame Guilbeault's bill that will be announced later today. I wanted to ask about confidence in police. We have this program, for instance, in Longueuil that's starting today where they have a crisis intervention before police intervention. What do you think it would take, considering all we've seen, to reestablish confidence in Quebec's police forces? Because right now it's difficult. Yes.
I think the image, I think a project like the one in Longueuil would definitely be a good step in the right direction. I really believe that because you're changing the conversation when you do this. First of all. Second of all, the level of diversity that you find in the police forces would be also definitely helpful. Prevention. There's been an announcement in terms of prevention. What we've said in the Liberal Party is that for every dollar that we invest in the police forces, we should also invest $1 in prevention. This is also the other element that I would like to see. Thank you. Merci beaucoup. Merci.